Ce n'est pas le moindre des symboles, Paris, capitale du monde arabe. Demain, le président français François Hollande inaugurera le tout premier forum international dédié à cette région du monde, événement qui se tient à l'Institut du monde arabe à Paris. Et si l'on parlait aussi de ces sociétés en plein mouvement, deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Oussam Nasraoui, merci d'être avec nous. Vous avez fondé Midist Capital, intermédiaire d'affaires entre le Moyen-Orient et l'Europe. Vous êtes également à l'origine de Arab Business, un club présent dans 33 pays et qui a pour but de promouvoir le monde arabe. Et vous êtes partenaire de ce forum qui se tient à l'Institut du monde arabe. Pascal Boniface, vous participerez également à cet événement. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Ça ne vous a pas échappé, les attaques contre Charlie Hebdo, l'hebdomadaire français, ont été revendiquées ces dernières heures par AQPA, Al-Qaïda péninsule arabique, et pour être précis par Al-Qaïda au Yémen. Les autres attentats ont été non pas revendiqués, mais ceux d'Amédi Koulibaly ont été en tout cas... cet homme a été hissé en héros par le groupe État islamique. Après le Canada, c'est donc un autre pays occidental qui est visé, un autre pays de la coalition internationale qui lutte contre les djihadistes. Oui, effectivement, on a subi ces attentats. Est-ce que c'est lié directement à l'intervention ou est-ce que ces attentats auraient eu lieu aussi pour d'autres raisons? Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une revendication, c'est clair et net. La question qu'on peut se poser, mais elle est presque annexe, est-ce que tout ceci a été monté par Al-Qaïda au Yémen ou est-ce qu'il y a une filiation idéologique et que les deux frères ont agi simplement en liaison très indirecte? Je dirais, peu importe, on voit bien quand même qu'il y a une filière et que les frontières sont pour le moins poreuses, y compris les frontières du terrorisme, et que c'est la face sombre de la globalisation. Alors on le voit, beaucoup d'émotions en France, mais pas seulement, partout dans le monde. Les premières victimes, elles sont aussi dans les pays arabes, dans les pays musulmans de ce type de violence. Oui, bien sûr, le terrorisme frappe avant tout le monde musulman. Le monde musulman a beaucoup plus de victimes du terrorisme que le monde occidental. Et donc, ce n'est pas le monde musulman contre le monde occidental. Et d'ailleurs, ce forum, demain, tombe à point nommé pour, d'une part, montrer ce qui va bien également dans le monde arabe. Il ne faut pas uniquement parler de ses malheurs, mais également montrer ce qui va bien, mais surtout pour montrer que ce n'est pas un combat des uns contre les autres, c'est ceux qui revendiquent la violence comme moyen de résoudre les questions politiques et ceux qui le refusent. Et donc, faut vraiment éviter de parler, comme cela a été fait maladroitement par certains, de guerre des civilisations. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Nous sommes en guerre contre les terroristes qui veulent attendre à nos libertés. Oussam Nasraoui, vous travaillez à Dubaï, pays épargné par ce genre d'attaque. Comment avez-vous vécu ces attentats? Est-ce que vous étiez en France? Est-ce que vous étiez déjà arrivé à Paris ou est-ce que vous étiez à Dubaï? Non, j'étais à Dubaï au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Ouais. Et ce qu'on peut voir dans le monde arabe, c'est qu'il y a une réaction unanime pour condamner ce qui s'est passé. Il y a eu des mouvements spontanés pour des manifestations pour condamner ces attaques contre Charlie Hebdo. Et vous pouvez voir lors de la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier que de nombreux chefs d'État arabes se sont déplacés pour manifester leur solidarité avec la France et pour dire non au terrorisme et non à la violence. Il y a notamment on a vu le roi de Jordanie, on a vu le ministre des Affaires étrangères des Émirats, la Tunisie. Donc je pense que c'est vraiment... Ce qui s'est passé est paradoxalement peut-être le début de quelque chose, le début d'un renouveau, le début d'une nouvelle conscience pour lutter contre cette violence. Et comme disait M. Boniface, c'est très intéressant le forum qui a lieu demain en présence du président de la République parce que ça va marquer peut-être quelque chose de nouveau dans les réactions entre l'Occident et le monde arabe. 22 pays arabes seront représentés, 70 intervenants de ces pays-là. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va marquer une nouvelle dynamique dans les relations. Alors, en Europe et aux États-Unis, disons-le, les citoyens, à travers leurs médias, voient souvent cette région du monde à travers le prisme de cette violence que l'on évoque ce soir et que l'on évoque depuis plusieurs jours, notamment à travers des conflits religieux, sunnites contre chiites, même si c'est parfois un raccourci, à travers les conflits. Comment sortir de cela, justement, selon vous ? Alors moi, c'est vrai que j'ai une double nationalité franco-jordanienne, je vis à Dubaï et je suis toujours étonné de voir que dans les médias, on vous montre le monde arabe comme juste des problèmes, des conflits, comme vous l'avez dit, religieux, sociaux, géopolitiques. Or, le monde arabe, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde arabe. Il y a un véritable engouement pour entreprendre, pour innover. Il y a de nombreuses réformes dans le monde de l'éducation, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, pour l'entrepreneuriat, comme aux Émirats Arabes Unis. Il y a des mouvements pour les droits de la femme qui sont en train de se mettre en place dans de nombreux pays. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser sur ce qui va mal, sur Daesh, ISIS, le conflit israélo-palestinien, et non pas sur toute cette nouvelle tendance de toute cette nouvelle génération, volonté, de générations nouvelles qui veulent entreprendre. Je vais juste vous donner un chiffre qu'on ne cite jamais
jamais dans les médias. Les Émirats Arabes Unis, donc le pays où je vis, est classé selon la Banque mondiale 23e meilleur pays du monde pour entreprendre, pour innover et pour faire du business. La France est classée 27e. Les Émirats Arabes Unis sont classés devant tous les pays européens. On ne parle jamais par exemple, de choses positives comme ces chiffres, comme ces données, qui montrent que c'est vraiment une région en plein dynamisme, en plein boom et dans lequel il fait bon vivre. Pascal Boniface, vous qui connaissiez bien ces pays, vous les connaissez bien et qui voyagez, comment vous réagissez à ce genre de propos ? Non, je crois que c'est important et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire monsieur. On voit effectivement la face sombre, la Syrie que vous avez évoquée tout à l'heure dans votre journal, l'Irak effectivement, Gaza, etc. Mais il y a des sociétés civiles. Ce que l'on méconnaît dans le monde occidental, c'est la naissance et le développement de sociétés civiles dans ces pays à des degrés divers selon l'ADN propre à chaque pays, mais en tous les cas, ça bouge et il y a une sorte de double approche. Sur le plan stratégique, la région est en diminution, effectivement, parce qu'elle s'est enfoncée. On pourrait rajouter, bien sûr, la Libye et l'Égypte aux pays en difficulté extrême ou grande. Et en même temps, les gens ont de plus en plus l'accès à l'éducation, l'accès, y compris des femmes, on ne le souligne pas suffisamment, l'accès à l'éducation, l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à la globalisation, tout simplement. Cette région du monde qui était tenue pour des raisons historiques et non pas culturelles, pour des raisons historiques à l'écart de la globalisation, l'est maintenant. Et donc il y a effectivement cette double approche. D'un point de vue stratégique, on peut être pessimiste, mais quand on regarde aussi les sociétés civiles, les individus, il y a des facteurs d'optimisme. Et je pense que c'est le grand avantage du forum de demain et d'après-demain de montrer ce que l'on ne montre pas d'habitude, de ne pas méconnaître les problèmes. Il ne faut pas être dans une stratégie de déni, mais également de montrer qu'il y a une phase qui permet plus un optimisme, c'est tous ces pays, les pays du Golfe, ont un dynamisme économique en termes de construction. Les multinationales, ils ont bâti des multinationales qui sont extrêmement actives. Mais justement, Pascal Boniface, prenons justement l'exemple de ces pays que vous citez. Prenons le Qatar. C'est un pays qui a beaucoup misé ces dernières années avec la vitrine du sport, avec notamment le tourisme également, des leviers pour tenter de changer justement l'image de la région. Est-ce que le fait que les sociétés que vous évoquez civiles n'aient pas plus de gains en matière de liberté et de droits humains, est-ce que ce n'est pas ça la chape de plomb qui finalement provoque ces clichés? Alors, dans les pays du Golfe, le principal problème, c'est le sort réservé à la population immigrée qui fait le travail et qui n'est pas très bien traité et nécessairement, il faudra qu'il y ait des progrès sur ce domaine. Et sinon, bien sûr, le sport donne une vitrine. Sur la démocratisation, effectivement, ce sont des pays qui n'ont pas des systèmes démocratiques occidentaux. Mais là aussi, ce ne sont pas des dictatures à l'ancienne, comme on vivait du temps du communisme. Il y a une société civile dans ces pays qui sont finalement plus ou moins en phase avec le pouvoir. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Une fois encore, le problème, c'est le sort des émigrés. Mais la population, parce que simplement le niveau de vie est excellent, la population est en phase avec ses dirigeants, même s'il n'y a pas un bulletin de vote qui désigne les dirigeants. Oussam Nasraoui, vous évoquiez tout à l'heure la présence de nombreux dirigeants de la région à cette grande marche citoyenne à Paris, qui a été relayée dans le monde entier. On a vu aussi par exemple des dirigeants saoudiens et beaucoup ont parlé de ce blogueur qui a reçu des coups de fouet parce que certains de ses écrits dérangeaient les autorités. Là encore, comme je demandais à Pascal Boniface, est-ce que justement ce manque de progression s'agissant des droits humains n'est pas un handicap justement pour relayer le dynamisme économique, social ? Alors, première chose, il faut savoir que ce sont des pays qui sont très jeunes. Le Qatar, vous le citiez, les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui ont eu leur indépendance il y a que quelques années. Les Émirats n'ont que 43 ans, le Qatar à peu près la même chose. Donc déjà, c'est des pays qui sont en train d'apprendre. Ils font des erreurs. Le processus de démocratisation prend des années et des années. Donc ces pays sont encore en train d'apprendre. Certes, ils ne sont pas parfaits, ils le savent très bien, mais ils sont en train d'apprendre. Donc on peut citer des exemples, des exemples isolés, mais concrètement, la situation est en train de s'améliorer. Vous parlez des populations immigrées, c'est vrai, par exemple, ils connaissaient beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, la situation s'améliore en leur donnant plus de droits. Mais moi, ce que je pense qu'il faut se focaliser ici, c'est sur comment améliorer la situation dans le monde arabe.
Il faut une coopération avec le monde occidental. Alors, il y a différentes manières de le faire. Et ce qui se passe demain, c'est un exemple parmi d'autres. Je vais vous donner un exemple très concret. Ouais. On va lancer à la fin de ce forum la plateforme d'accélération. C'est-à-dire certaines personnalités du monde arabe, des jeunes, des moins jeunes qui veulent entreprendre, vont venir présenter leurs projets et bénéficier de tout le savoir de l'Occident, bénéficier de soutien, etc., etc. Donc c'est en abordant des thèmes comme cela qu'on peut aider les gens dans le monde arabe à entreprendre, à avoir une nouvelle vision, à se démocratiser. Le monde arabe a besoin de l'aide de l'Occident, de l'expérience de l'Occident, mais il n'a pas besoin on va dire, de l'impérialisme de l'Occident. La démocratie ne s'impose pas, elle s'apprend petit à petit. Et c'est par des initiatives comme celle à l'Institut du monde arabe de Thinkers and Doers qu'on peut petit à petit se diriger vers la démocratisation de la région. L'un des principaux mots du monde arabe, même s'il n'y a pas un, mais des mondes arabes, Pascal Boniface, n'est-il pas dans cette fameuse ressource énergétique qu'est le pétrole aussi ? C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, au sens où ça a suscité beaucoup d'interférences étrangères, mais en même temps, on voit très bien que pour les pays notamment à faible population, c'est une rente qui leur permet de développer des programmes de toute nature extrêmement développés. Ils vont avoir à subir la réduction effectivement de la rente et ce qu'il faut quand même saluer, contrairement à un cliché de pays rentiers qui n'investissent pas dans l'avenir, la plupart de ces pays investissent dans l'avenir. Pas tous, mais la plupart, pour justement l'époque où cette manne pétrolière n'existera pas. Donc il faut sortir du cliché de pays rentiers qui ne sont que dépendants d'une ressource pétrolière. Vous ne citez pas non, parce qu'il y a un pays qui fait figure, selon vous, entre guillemets, de modèle dans le monde arabe, en Méditerranée ? Oui, pour moi, c'est la Tunisie, bien sûr, parce que c'est l'expérience démocratique qui a réussi. Et en Tunisie, les problèmes politiques ont été résolus par des moyens politiques et non pas par la violence. Les tentatives de violence n'ont pas... Il y a eu l'assassinat de 2 parlementaires qui a failli faire déraper tout le processus. Et les forces politiques, la société civile, les forces syndicales, la Tunisie est l'un des pays où la société civile est la plus forte. Et donc, ils ont évité la rupture qu'à partir de ces assassinats terroristes, tout le processus bascule dans un combat. Et là, ceux qui ont perdu les élections ont accepté leur défaite, ce qui est quand même un progrès remarquable. Même question, excepté Dubaï, pays modèle. Excepté Dubaï, excepté les Émirats, je pense, moi, il y a différents pays qui sont en train qui peuvent faire figure de modèle. Moi, je voudrais prendre l'exemple de la Jordanie. La Jordanie, qui est un pays aussi jeune, qui est en train de se focaliser sur 2 points majeurs, sur l'éducation. Aujourd'hui, dans le monde arabe, il est numéro 1 en termes d'éducation. C'est vraiment la priorité de ce pays. Et dans un second temps, l'entrepreneuriat, qui est une chose primordiale, d'ailleurs, qui sera vraiment à l'honneur lors de ce forum. L'entrepreneuriat, c'est ce qui permet aux jeunes d'innover, de croire en l'avenir. Et la Jordanie, aujourd'hui, Amman est considérée comme la Silicon Valley du Moyen-Orient. Il y a plus de start-up à Amman qu'à Dubaï, par exemple. C'est une donnée peu connue. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui la Jordanie se dirige vers cette démocratisation, vers ce futur qu'on va qualifier de meilleur. Voilà. Merci à vous Oussam Nasraoui. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes. Le forum, ce sera donc demain et après-demain à l'Institut du monde arabe à Paris. Merci à tous les deux.